2 millions de paons lâchés sur le Sahel. La planète ricane, les experts tranchent, les opposants ironisent, les caméras s'attardent. Pourtant, derrière chaque ocelle, un dessin mesuré se précise. Optique vivante qui refracte, microcapsules de nutriments, capteurs discrets, trajectoire cartographiée par satellite, humidité attirée en couloir, sol réveillé par la fraîcheur nocturne, mémoire écologique, réanimée, sans machine tonitruante. Si ce pari tenait une saison entière, que changerait-il dans votre quotidien? Et que dirait-il de la méthode et de la patience d'Ibrahim Traoré? Entre dunes et vent, une brèche de futur s'ouvre, brève mais nette. Voici la promesse et les enjeux, sans emphase inutile. Bénéfice déclaré en une phrase, des nuits plus fraîches stabilisant les cultures. L'opération dite Peacock Mirage ne vend pas du miracle. Elle ordonne une hypothèse testable, ancrée dans des capteurs, des corridors de vol, des relevés d'humidité et des retours d'agriculteurs. L'intérêt pour vous est double. Si l'optique biologique diminue l'ardeur du sable, les semis gagnent des heures critiques. Si les couloirs d'air se tastent, les tempêtes dérivent ailleurs, épargnant villages et pistes. Mais les risques existent, déplacement d'espèces, perturbations locales, attentes collectives trop rapides. Le protocole sobre insiste sur la durée. Un cycle complet, des séries comparées, aucun tri sélectif des données, publication après contrôle croisé. Autrement dit, ni spectacle ni secret messianique, juste une expérience de souveraineté écologique, où l'esthétique sert de vecteur pour mesurer et non pour masquer. Le fil rouge est simple. Si la beauté peut guider l'air, alors l'air peut rendre la terre au travail. Voilà l'arc narratif et la barre de preuve. Mini-révélation, d'emblée, les premiers couloirs survolés ont enregistré jusqu'à 9% d'humidité relative supplémentaire et des écarts nocturnes proches de 1 degré C. Deuxième indice, bref, des capteurs se sont tout par grappés, puis des nuages fins ont suivi la même trace. De là, replaçons le contexte sans le diluer. Au début de 2025, le gouvernement lance une tactique inhabituelle. Lâcher des paons issus d'écloseries expérimentales, plumage dépoussiéré de spores nutritives, ailes balisées de microcapteurs, itinéraires superposés aux zones réputées stériles. Objectif public, activer une écologie de la lumière, où la diffraction collective des ailes modifie, marginalement mais mesurablement, l'échange thermique à l'échelle du sol et des couches d'air proches. Objectif implicite, réconcilier symbolique et mesure pour restaurer la confiance dans une souveraineté climatique locale. Ibrahim Traoré cadre le discours avec sobriété. Nous ne plantons pas des arbres, nous plantons une idée mesurable. Dans les villages, les réactions se partagent entre ironie et curiosité. Dans les stations, les météorologues relèvent des frémissements qu'ils n'osent pas baptiser succès. Les satellites voient des bandes de réfraction, les fermes rapportent des nuits plus douces et, détail crucial pour la suite, des grappes de balises s'éteignent sur un axe ouest. Ce silence apparent nourrit la thèse d'un mouvement coordonné, non pas d'oiseaux solitaires, mais d'un front vivant qui écrit une signature optique, lisible par le ciel. Les sceptiques y voient une coïncidence saisonnière. Les partisans, un frémissement de bascule. Entre ces pôles, la seule encre reste la comparaison avant et après. Même dune, mêmes heures, capteurs identiques, mais trajectoires désormais traversées par des surfaces diffractantes. Ainsi se noue la dette de curiosité ouverte plus tôt. Si des oiseaux peuvent coudre un sillage thermique, que devient la carte des vents? Et si la carte change, qui en récolte la première preuve utile? Agriculteur, école ou station? À ce stade, une chose compte. Documenter sans tri, puis confronter les séries aux saisons précédentes pour distinguer le hasard d'un effet reproductible. Au cœur de la première phase, un visage revient sans cesse. Celui de Mariam Sawadogo, biologiste formée à Ouagadougou, devenue le trait d'union entre science et terrain. C'est elle qui, sous la chaleur du Sahel, déplie les plans de vol des paons comme on étend une carte d'espoir. Ses équipes d'ingénieurs et d'éleveurs notent les trajectoires, ajustent la densité des envols, mesurent la température du sable avant et après le passage. L'expérience n'a rien de théorique. Chaque plume devient un instrument, chaque pas un relevé. Sous sa direction, les premiers résultats apparaissent. Dans la région de Dori, le sol conserve l'humidité 2 heures de plus qu'avant l'opération.
Les herbes résiduelles reprennent couleur, les animaux s'approchent des bassins creusés pour les capteurs. Ibrahim Traoré la rejoint un matin, sans cortège, et observe longuement la scène. « Regardez, dit-il, la science ne parle pas toujours anglais. Parfois, elle parle poussière. » Ce jour-là, la rumeur change. La mission cesse d'être un symbole pour devenir un protocole suivi. L'impact est encore fragile, mais visible. Des enfants mesurent la rosée sur des feuilles, les anciens discutent de la pluie en unité et non plus en prière. L'idée glisse ainsi de la foi à la méthode, du mythe à la donnée. Alors, la question devient simple. Combien de preuves faut-il pour qu'un peuple croie à nouveau en sa propre mesure ? Tout commence à l'aube, dans le silence minéral du Nord. Les premiers convois quittent Ouagadougou, cage couverte de bâches vertes et or. Sur chaque caisse, un emblème, une plume stylisée, symbole d'un espoir sans slogan. À Dori, le sable vibre sous le poids des moteurs. Des enfants accourent. On ouvre les grilles. Un torrent de couleurs jaillit, 200 000 oiseaux déferlant vers le ciel. Le déclencheur est lancé. À midi, le soleil découpe les silhouettes sur l'horizon. Les paons tracent des arcs mobiles, reflets mouvants dans l'air incandescent. Les capteurs enregistrent des micro-variations de température, 1 degré de moins, parfois 2. Les techniciens n'osent y croire. Le vent change de direction, lentement, comme s'il écoutait. Ce léger frisson en devient le point de bascule. Au même moment, Ibrahim Traoré, depuis le poste de commandement écologique, suit les courbes sur les écrans. Les lignes ne mentent pas. Le flux thermique s'infléchit. Il ferme les yeux une seconde et murmure. Chaque plume sait où tomber. La phrase circule aussitôt sur les réseaux, reprise, traduite, détournée. Le président soldat devient poète malgré lui. La crête de l'événement s'élève 3 jours plus tard. Les satellites européens confirment la baisse des températures locales. Le ministère publie les premiers chiffres. Le scepticisme international se fissure. Des reporters arrivent, curieux, parfois condescendants. Sur le terrain, les visages se durcissent, on ne rit plus. Les marchés de Dori vendant des figurines de paons peintes à la main. Dans les écoles, les enfants tracent des cartes des couloirs de vol. La couleur devient une unité de mesure, la beauté une donnée, mais chaque sommet porte son ombre. Le 5e jour, des signaux disparaissent. 12 000 balises cessent d'émettre, panique dans les stations. On croit à une panne, puis à un sabotage. Les rumeurs gonflent. Les oiseaux auraient franchi la frontière, aspirés par une force invisible. Les analystes européens y voient la preuve d'un échec. Les fermiers, eux, regardent le ciel et attendent. Le 6e jour, la poussière se soulève à l'ouest. Des reflets bleus glissent sur la ligne d'horizon. À la tombée de la nuit, une brise humide traverse les dunes. Le sable colle aux mains, chose inédite depuis 20 ans. Les pluies n'arrivent pas encore, mais l'air a changé de densité. Le phénomène est mesuré, photographié, archivé. Personne ne sait l'expliquer. La rémanence s'installe. Les journaux étrangers parlent d'une illusion collective, d'une mise en scène. Les habitants, eux, savent que quelque chose s'est déplacé, non seulement dans l'air, mais dans l'esprit. Car la vraie transformation ne se lit pas dans les graphiques. Elle respire dans les gestes. Les fermiers s'aiment plus tôt. Les enfants lèvent la tête. Les scientifiques notent chaque variation comme on garde la trace d'un rêve qu'on ne veut pas perdre. Et au milieu du tumulte, une conviction naît. Ce que le désert a vu une fois, il peut le revoir. Avant le lancement de Peacock Mirage, les relevés moyens d'humidité dans le corridor nord affichaient 8,7%. 48 heures après le passage des volets, la moyenne grimpe à 15,9%, stabilisée sur 7 jours. La température du sol, mesurée à 30 cm, baisse de 1,7 degrés. La réflectivité spectrale augmente de 12%, traduisant une meilleure dispersion du rayonnement. Chaque variation reste modeste, mais toutes pointent dans la même direction. Le système répond. Les ingénieurs comparent les séries à celles de 2023 et 2024, années sans intervention. Le contraste saute aux yeux. Les capteurs placés sur les anciennes zones stériles montrent un retour d'humidité nocturne, légère mais régulière. Les graphiques se peuplent de pics inconnus. Ce ne sont plus des coïncidences. Les écarts se répètent selon les trajectoires des oiseaux. Ibrahim Traoré ordonne alors la création d'un tableau national de corrélation. L'objectif est de centraliser les mesures, les croiser avec les observations des fermiers et les imageries satellites. Nous ne cherchons pas des miracles, mais des marges, dit-il. Cette phrase devient la devise des chercheurs.
Les données affluent, 25 stations rurales, 8 laboratoires, des centaines de carnets manuscrits. Chaque relevé, noté à la main, rejoint la base de données nationale. Une équipe de statisticiens, formés localement, calcule les écarts moyens, établit des coefficients de confiance. Rien n'est laissé au hasard. Les chiffres sont audités, les sources vérifiées, les doublons éliminés. Le graphique global raconte une histoire simple. En 5 semaines, la température moyenne nocturne des zones test chute de 1 degré. L'humidité relative, elle, croît de plus de 70% par rapport à la ligne de base. Les stations de Mali et de Niger enregistrent des variations analogues. Même la NASA note dans un rapport interne une anomalie cohérente. Le mot fait sourire. L'anomalie, ici, c'est la cohérence. Pourtant, tout n'est pas gagné. Certains capteurs s'encrassent, d'autres tombent en panne. Les modèles doivent être recalibrés. La marge d'erreur reste large, plus 0,5 degrés selon les sites. Les chercheurs n'affichent aucune certitude prématurée, mais la tendance s'impose. La lumière, modulée par le plumage, infléchit la micrométéorologie. Dans une réunion publique, Ibrahim Traoré insiste. Les chiffres ne sont pas la vérité, ils en sont la trace, mais une trace qu'on peut suivre. Cette posture méthodique désarme ses détracteurs. Même certains observateurs européens admettent que le protocole burkinabé tient la route. Le ministère publie un bulletin zéro. 3 pages sobres, 3 graphiques, aucun adjectif. Le ton tranche avec les excès médiatiques. L'État ne proclame pas une victoire. Il présente une courbe. Et cette courbe, fragile mais ascendante, devient la preuve la plus éloquente qu'un pays peut redéfinir la rigueur scientifique à sa manière, avec discipline, patience et foi mesurée. Le désert désormais parle en chiffres, mais sous chaque valeur flotte une question. Combien de décimales faut-il pour qu'une espérance devienne méthode ? Les critiques ne manquent pas. Premier camp, les scientifiques occidentaux qui dénoncent une écologie symbolique, argumentant que les variations observées relèvent d'une simple oscillation climatique. Pour eux, le projet ne prouve rien. Corrélation n'est pas causalité. Et le désert, disent-ils, a toujours connu ces sursauts d'humidité éphémères. Ils exigent des protocoles doublés, des contrôles aveugles, une publication dans une revue à comité. Deuxième camp, les sceptiques internes, agronomes burkinabés prudents qui redoutent que la politique devienne poésie. Ils craignent qu'une réussite trop vite proclamée détourne les budgets de programmes plus terre-à-terre, digues, forages, cultures résistantes. Face à eux, les défenseurs du projet ne plaident pas la foi, mais la méthode. Ils rappellent que la mesure du delta thermique repose sur des capteurs indépendants, que les séries sont publiques, et que l'effet, bien que faible, se reproduit. Le raisonnement est simple. Si l'humidité suit les couloirs de vol avec une cohérence géométrique, alors le phénomène mérite d'être étudié, non raillé. Ibrahim Traoré tranche sans emphase. Nous ne demandons pas d'y croire, seulement de vérifier. En une phrase, il renverse la charge de la preuve. Au lieu de défendre une idée contre les doutes, il invite les doutes à se mesurer à l'idée. Ce déplacement rhétorique, presque scientifique, transforme le débat en expérience collective. Les observateurs neutres notent que l'initiative, loin d'être mystique, s'appuie sur des capteurs calibrés, sur des relevés croisés par des institutions étrangères et sur un archivage ouvert. La vraie question, selon eux, n'est plus « les paons, crée-t-il la pluie ?» mais « pourquoi cette méthode n'a-t-elle pas été testée plus tôt ?» Ainsi la controverse, loin d'affaiblir le projet, le renforce. Car chaque critique oblige à mesurer mieux, à publier plus, à corriger vite. Et c'est peut-être là la marque d'une science qui se réinvente. Elle n'impose pas, elle écoute. Le doute, ici, devient la preuve qu'une idée respire. Le désert a répondu. La phrase tombe comme un écho, sèche et nette. Ce n'est plus un slogan, c'est une constatation. Les balises disparues réapparaissent partiellement sur les écrans. Leurs signaux, étrangement synchrones, tracent une courbe nouvelle vers l'ouest. Dans les bureaux de l'Observatoire national, les chercheurs s'observent en silence. Les points s'alignent, formant un sillage cohérent. Les pluies ne sont pas encore revenues, mais des nuages fins se forment sur la trajectoire. Les instruments confirment un léger pic de condensation. L'hypothèse la plus prudente évoque une coïncidence, la plus audacieuse, une influence optique cumulative. Entre les deux, un frisson parcourt la salle. Ibrahim Traoré prend la parole à la télévision nationale, sans emphase. «
Nous ne contrôlons rien, nous observons. Sa voix est calme, presque pédagogique. En quelques minutes, l'annonce efface la frontière entre science et symbolique. Ce n'est plus une expérience, c'est une conversation entre lumière et sol. Dans les villages, on dit simplement « les couleurs marchent ». Les sceptiques sourient, mais les paysans sortent leurs semences. Quelque chose a changé, invisible, mesurable, inévitable. Le premier effet visible touche la nation elle-même. Les chiffres d'importation de céréales chutent légèrement, mais de façon symbolique. 2% en un trimestre signe qu'une production locale recommence à respirer. Dans les zones testées, la densité de végétation augmente de 14%, confirmée par les images satellites. Les paysans ne parlent pas de rendement, ils parlent de mémoire retrouvée. Les pluies restent rares, mais les nappes de rosée suffisent à relancer les semis de mil et de sorgho. Dans un pays où la sécheresse était une fatalité, cette simple humidité devient un acte politique. Sur le plan du développement économique, l'impact est tout aussi concret. Les coopératives agricoles reçoivent des microcrédits pour amplifier l'expérience. Des ingénieurs conçoivent des toitures photoniques inspirées du plumage des paons, capables de renvoyer la chaleur et de condenser l'air humide. Ces innovations locales, brevetées à Ouagadougou, attirent l'attention de start-up africaines. Pour la première fois, la chaîne de valeur ne sort pas du continent. Le slogan imprimé sur les murs du laboratoire national résume l'esprit. Nous transformons la couleur en kilowatts. Le troisième groupe, celui du social et de la culture quotidienne, traduit la mutation plus subtile. Dans les écoles rurales, les cours de climatologie s'appuient désormais sur des relevés nationaux. Les élèves apprennent à lire les données de leur propre sol, et non celles d'un manuel étranger. Dans les marchés, les tissus se teignent aux nuances des plumes. La couleur devient signe d'appartenance, pas d'exotisme. Une institutrice de Gorom Gorom dit à un journaliste « Avant, nos enfants rêvaient de neige. Maintenant, ils rêvent de pluie. » Cette bascule de désir vaut tous les graphiques. Enfin, au niveau régional et international, les lignes bougent. Le Mali et le Niger demandent à observer le protocole de vol. L'Union africaine propose un comité scientifique commun. L'ONU convoque une session spéciale sur les technologies bioclimatiques à faible intensité. La presse européenne hésite entre ironie et respect. Celle d'Amérique latine parle de « afro-renversement scientifique ». Au centre de ces mouvements, Ibrahim Traoré reste d'un calme rare. Il répète que le projet n'a pas vocation à prouver une supériorité, mais à prouver une possibilité. Nous ne voulons pas conquérir le désert, seulement lui parler à nouveau. Cette phrase devient le payoff du cycle. La science n'a pas vaincu la nature, elle a renoué le dialogue. Ainsi, 4 dynamiques s'enchevêtrent: productivité, invention, pédagogie, diplomatie. Et derrière elle, une conviction collective. Si la beauté peut rafraîchir l'air, alors la dignité peut refroidir le doute. Les couloirs de vol se stabilisent, l'humidité se maintient au-dessus de 12%, et les pluies locales reviennent de manière éparse. Les fermiers consolident les parcelles réhydratées. L'État poursuit la collecte de données et publie un rapport annuel de synthèse. Le programme devient une politique à part entière, non plus un pari, mais une variable nationale. Dans ce cadre, Peacock Mirage rejoint les stratégies d'adaptation climatique à long terme, sans triomphalisme. Les bandes réflectives s'étendent naturellement vers le nord-ouest, attirant des corridors d'air froid en provenance de l'Atlantique. Des pluies légères se forment régulièrement pendant la saison sèche. Le Sahel retrouve des herbes saisonnières disparues depuis 20 ans. Les pays voisins s'associent au modèle burkinabé, créant une plateforme régionale de biophysique de la lumière. Dans ce scénario, Ibrahim Traoré devient la figure d'un renouveau panafricain, prônant une écologie souveraine et créative. Les résultats sont publiés dans des revues internationales. Les universités étrangères envoient leurs chercheurs à Ouagadougou. La réussite est double, scientifique et narrative. Les oiseaux migrent hors des zones prévues, perturbant les équilibres locaux. Les capteurs se détériorent, les données deviennent incohérentes. Les opposants politiques dénoncent un gaspillage budgétaire. Les médias étrangers reprennent le terme de mirage au sens littéral. L'idée, belle mais fragile, s'éteint sous le poids des interprétations. Le pays retourne au modèle d'aide classique, dépendant de programmes externes. Entre ces 3 chemins, une leçon se dessine. La stabilité dépendra moins du climat que de la persistance de la mesure.
Si l'État maintient la rigueur scientifique, alors le projet survivra à la saison. Sinon, il se dissoudra comme la rosée qu'il voulait protéger. Ibrahim Traoré conclut une réunion de cabinet par ces mots. Ce que nous avons semé dans la lumière ne doit pas mourir dans le doute. Ainsi, la prophétie devient méthode. Si la couleur continue de voler, alors la preuve continuera de tomber. Le premier public, celui des jeunes urbains, découvre dans Peacock Mirage un miroir inattendu. À travers les images partagées sur les réseaux, il voit un continent qui n'attend plus qu'on le sauve. Les vidéos des envols deviennent des poèmes visuels. Les hashtags remplacent les prières. Pour eux, Ibrahim Traoré incarne une génération qui parle la langue de la science sans renoncer à la beauté. Leur engagement n'est pas idéologique, il est esthétique, presque sensoriel. Dans leurs yeux, l'écologie cesse d'être une contrainte pour devenir un art collectif. Le deuxième public, celui des fermiers et artisans, vit la transformation au ras du sol. Les récoltes s'allongent de quelques jours, les puits se remplissent plus tôt. Pour eux, les chiffres n'ont pas besoin de validation extérieure. La preuve, c'est la fraîcheur du matin. Dans leur récit, les oiseaux ne symbolisent rien, ils travaillent. Et quand ils évoquent Ibrahim Traoré, c'est avec sobriété, il a remis la pluie dans nos gestes. Le troisième public, celui de la diaspora, suit l'expérience à distance. Pour eux, ce projet devient un antidote au cynisme. En Europe ou en Amérique, ils défendent une image d'un Burkina Faso qui invente plutôt qu'il n'imite. Le sentiment d'appartenance s'élargit. Il ne s'agit plus d'un drapeau, mais d'une méthode, d'un ton, d'un souffle. À tous, le projet adresse une invitation discrète, et si l'écologie n'était pas une morale, mais une mémoire partagée. Car au fond, ce que Peacock Mirage ravive n'est pas seulement la pluie, mais la capacité de s'émerveiller sans naïveté. Les ingénieurs de l'université de Ouagadougou croisent les données satellites et les témoignages de terrain. Chaque bande de vol devient un segment géoréférencé. L'objectif est de déterminer les zones où l'effet de refroidissement est le plus constant. Cette étape se répète à chaque saison sèche, garantissant une base évolutive. Les écoles rurales reçoivent des kits pédagogiques simples, capteurs d'humidité, carnets de mesure, modules solaires. Les élèves apprennent à noter, comparer, publier. La science redevient un acte collectif. Le gouvernement fixe une règle claire, aucune donnée ne sort du pays sans être partagée d'abord localement. Sous l'égide du ministère, les pays voisins harmonisent leurs outils, même fréquence de balises, même format de fichiers, mêmes unités. Le Burkina Faso devient le centre de coordination, non pour diriger, mais pour synchroniser. Cette phase transforme l'expérimentation en modèle exportable. Des sociologues évaluent comment la confiance se diffuse, nombre de coopératives créées, taux d'abandon scolaire, usage des microcrédits agricoles. Ces indicateurs, aussi importants que les degrés Celsius, attestent que le climat n'est pas qu'une affaire de ciel. Ibrahim Traoré clôt chaque réunion de suivi par la même phrase. Notre objectif n'est pas la pluie, mais la preuve que la patience produit du climat. Ainsi se referme la boucle. Combien de décimales pour une espérance ? Autant qu'il faut pour que la rigueur devienne culture. La méthode ne promet rien d'extraordinaire. Elle garantit seulement que chaque mesure sera entendue. Mariam Sawadogo revient une dernière fois dans le récit. Sous le ciel redevenu bleu, elle observe les champs où la poussière s'est faite fine brune. Les capteurs clignotent encore, les données affluent, mais son regard ne cherche plus les écrans. Elle pense aux premiers jours, à la moquerie des experts, au visage incrédule des enfants courant derrière les oiseaux. Elle se souvient d'Ibrahim Traoré lui disant « Nous n'avons pas inventé la lumière, nous avons appris à la lire ». Cette phrase, longtemps restée intime, devient le refrain d'une génération. Les affiches de campagne, les chansons populaires, les discours scolaires la reprennent, non par culte de personnalité, mais parce qu'elle condense la foi en une continuité. Science et mémoire, rigueur et poésie. Autour d'elle, les herbes repoussent, le sol respire. Les villageois ne parlent plus de miracles, ils parlent d'entretien. Le projet s'est fondu dans la routine, comme si l'exception était devenue habitude. Le miracle, c'est justement cela, la normalité retrouvée. Au crépuscule, le vent se lève, léger, tiède, Mariam ferme les yeux. Le désert respire enfin. Dans les rues d'Ouagadougou, les murs portent encore les plumes peintes de bleu et d'or. Loin des laboratoires, l'expérience est devenue conversation publique.
Commerçants, élèves, agriculteurs en parlent comme d'un souvenir qui continue à pousser. Les médias étrangers évoquent un modèle poétique de développement, mais ici, personne ne prononce le mot miracle. On dit simplement « le pays s'est souvenu de lui-même ». Ibrahim Traoré apparaît rarement à l'écran désormais. Son silence agit comme une ponctuation. La preuve n'a plus besoin d'orateur. Les scientifiques poursuivent leur relevé, les enfants continuent de mesurer la rosée, les villages s'organisent autour de nouveaux puits. La beauté a cessé d'être décor, elle est devenue structure. Et peut-être que c'est cela, la véritable victoire. Non pas la pluie, mais la patience retrouvée. Alors avant d'éteindre l'écran, demandez-vous, si la couleur peut transformer un désert, que pourrions-nous, nous, transformer simplement en regardant autrement ?